sous la pluie glaciale de novembre, Sarah Martinez se tenait droite, les bras engourdis, tandis que 3 petits corps tremblaient contre ses jambes. Autour d'elle, ses maigres possessions s'écrasaient sur le trottoir détrempé dans un bruit sourd. Sa belle-mère, Margaret Morrison, jetait sans un regard un sac poubelle noir rempli des vêtements de ses enfants, comme si elle se débarrassait d'ordures. La pluie ruisselait sur son manteau gris impeccable sans jamais troubler la mise en pli parfaite de ses cheveux argentés. Emma, 6 ans, enfouit son visage dans le manteau usé de sa mère, son petit corps secoué de frissons mêlant froid et peur. À côté d'elle, Lucas, 4 ans, serrait la main de sa sœur jumelle Sophia si fort que ses phalanges blanchissaient. « Tu aurais dû penser à tes enfants avant d'oser me manquer de respect », cracha Margaret. « 23 ans que je t'offre un toit, et voilà comment tu me remercies. » Sarah sentit sa gorge se nouer. Les mots brûlaient sur ses lèvres, mais elle ne pouvait pas les dire pas devant ses enfants. Il fallait rester forte, même maintenant, même trempée jusqu'aux os dans ce manteau élimé que Margaret l'avait autorisée à garder, par pitié, 3 hivers plus tôt. Tout le reste de leur vie gisait à présent en morceaux sur le trottoir, les albums de famille, les dessins d'Emma, la collection de dinosaures en plastique de Lucas, noyés dans l'eau sale qui stagnait entre les pavés. « S'il vous plaît », murmura Sarah, sa voix à peine audible sous le martèlement de la pluie. « Laissez-moi au moins prendre leurs uniformes d'école. Ils ont cours demain. » Robert Morrison apparut sur le seuil de la grande maison coloniale, la même où Sarah avait vécu ces 5 dernières années à récurer les sols, cuisiner les repas et élever ses enfants dans une ancienne pièce de stockage au sous-sol. Son visage était impassible, ses bras croisés sur un cardigan de laine fine. « L'école » ricana-t-il. « Tu crois qu'ils vont continuer à fréquenter la Preston Academy sans que nous payions les frais de scolarité ? Tu es encore plus stupide que notre fils ne le disait. » À l'évocation de Daniel, le cœur de Sarah se serra. 5 ans qu'il était mort, emporté par un accident de chantier, la laissant seule avec 3 nourrissons et aucun endroit où aller. Les parents de Daniel l'avaient recueilli, oui, mais leur charité avait toujours eu le goût amer d'une dette impossible à rembourser. « Maman » demanda timidement Sophia, tirant sur sa manche, « pourquoi grand-mère jette ma poupée ?» Sarah s'accroupit dans la boue et serra ses 3 enfants contre elle. Leurs vêtements trempés collaient à leur peau glacée. Emma toussait encore, cette toux qui persistait depuis des semaines parce que, selon Margaret, les visites médicales coûtaient trop cher. « On part à l'aventure », chuchota Sarah d'une voix qu'elle força à être douce. « Vous vous souvenez de ce qu'on a dit ? Être courageux, comme les héros de vos histoires ?» Lucas hocha la tête, grave, les yeux pleins de confiance. Comment leur expliquer que cette « aventure » n'était qu'une autre façon de dire qu'ils n'avaient plus de maison ? Que leur mère venait d'être chassée pour avoir osé réclamer un jour de repos afin d'emmener Emma dans une clinique gratuite. Tout avait commencé ce matin-là, dans la cuisine étincelante où Sarah se levait chaque jour avant l'aube. À 4h30, elle avait déjà préparé le petit déjeuner de Robert et Margaret, des œufs tournant parfaitement, du pain grillé doré à la seconde près, une cuillère précise de marmelade importée, et le café maintenu à 165 degrés, pas un de plus. Elle avait aussi emballé les déjeuners de ses enfants, soigneusement faits avec les produits bon marché que Margaret réservait à leur usage, tandis que les étagères des Morrison débordaient de mets raffinés. Madame Morrison, avait commencé Sarah, respectant le ton formel qu'exigeait sa belle-mère, l'atout d'Emma s'aggrave. La clinique gratuite de Riverside reçoit sans rendez-vous aujourd'hui. Je voulais ? Tu voulais ? Avait coupé Margaret en reposant sa tasse de porcelaine avec une lenteur calculée. Tu voulais te soustraire à tes devoirs, je suppose. Les salles de bain ne vont pas se nettoyer seules, ni le linge se plier tout seul, ni l'argenterie briller par miracle pour le dîner de ce soir. Je pourrais y aller après avoir servi. Après avoir servi 12 invités ? Et nettoyer ensuite ? Ce sera minuit, Sarah. Vraiment, parfois je me demande si tu tiens à cette famille. C'est là que quelque chose en Sarah s'était brisé. 5 années de silence, de gratitude forcée, de prières murmurées dans l'humidité du sous-sol. 5 années à regarder ses enfants manger des restes pendant que leurs grands-parents gaspillaient des festins. 5 années à entendre qu'elle devait remercier Dieu pour leur charité chrétienne. « Ce sont vos petits-enfants », avait-elle dit d'une voix tremblante. Les enfants de Daniel. Ça ne veut donc rien dire pour vous ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Margaret vira au pourpre. Daniel, dit-elle lentement, était notre fils prometteur, qui a ruiné sa vie en épousant une fille sans importance, sortie d'un quartier qu'aucune femme respectable ne mettrait jamais les pieds.
Une fille incapable, en plus, de lui donner d'autres fils pour porter le nom Morrison. Et maintenant tu oses prononcer son nom? Sarah sentit ses poings se refermer sur le torchon qu'elle tenait. Je travaille 16 heures par jour. Je n'ai pas eu un seul jour de repos depuis 2 ans. Je dors dans une cave humide pendant que vous gardez 4 chambres vides à l'étage. Mes enfants mangent des sandwichs au beurre de cacahuètes pendant que vous jetez la nourriture des banquets. Je ne suis pas votre employé. Je suis votre belle-fille. Le claquement arriva avant qu'elle ne puisse finir. La main de Margaret s'abattit sur sa joue avec une violence sèche. Sa tête se renversa, un goût de fer envahit sa bouche. Tu n'es rien, avait sifflé Margaret. Sans nous, tu serais juste une assistée de plus, incapable de nourrir ses enfants. N'oublie jamais ce que tu nous dois. Mais Sarah ne pouvait plus se taire. Daniel aurait honte de voir comment vous traitez ses enfants, dit-elle en tremblant. Ces filles que vous prétendez ignorer. Son fils que vous refusez de regarder parce qu'il vous rappelle trop votre perte. 6 heures plus tard, la punition tomba. Robert revint du country club et, sans un mot, ordonna qu'on la jette dehors. Ils la traînèrent hors du sous-sol tandis que les enfants étaient encore à l'école. Ils entassèrent tout ce qu'elle possédait dans des sacs poubelles et, lorsqu'ils revinrent avec les petits, ils leur dirent que leur mère était une ingrate, une profiteuse, une honte. Et maintenant, elle se tenait là, tremblante, dans la pluie battante, avec pour seul horizon un trottoir jonché de souvenirs. Sortez de notre propriété, lança Robert du seuil. Si vous êtes encore là dans 5 minutes, j'appelle la police. Et inutile de revenir. Nous avons déjà prévenu l'école, les enfants sont radiés. Il ajouta avec un sourire glacial. On ne voudrait pas qu'ils côtoient leurs camarades, distingués, en vivant comme des vagabonds, n'est-ce pas? Sarah leva les yeux vers lui. Pendant une seconde, la peur la quitta, remplacée par une colère calme, brûlante, pure. Elle prit une grande inspiration, serra ses enfants contre elle, et se redressa. Allons-y, murmura-t-elle. C'est pas les serres des empreintes boueuses sur le trottoir. Emma toussait, Lucas tenait toujours la main de Sophia, et Sarah avançait, tête haute, le visage ruisselant d'eau et de larmes indiscernables. La maison derrière s'effaçait dans la brume comme un mauvais rêve. La route était longue, incertaine, mais pour la première fois depuis des années, elle appartenait à Sarah. Et sous la pluie, malgré la peur, une étincelle nouvelle naquit dans son cœur, celle de la liberté, fragile mais réelle, un feu que ni Margaret ni Robert ne pourraient jamais éteindre. Sarah se tenait là, trempée jusqu'aux os, tandis que Margaret ressortait de la maison, tenant un vieil album photo contre sa poitrine. Le cœur de Sarah se serra. C'était le seul album qu'elle avait réussi à sauver de l'appartement où elle vivait autrefois avec Daniel. Le seul souvenir tangible des jours où ils souriaient encore, tenant leur bébé dans ses bras avant que l'accident ne les lui arrache. « Oh, tu parles de ça ?» lança Margaret d'une voix glaciale. Elle ouvrit l'album avec lenteur, puis, sous le regard impuissant de Sarah, se mit à arracher chaque page, une à une, méthodiquement, jusqu'à ce que des morceaux de souvenirs mouillés tombent sur le sol. Des ordures, comme tout ce qui vient de ta misérable existence. Non. Cria Sarah. Mais avant qu'elle puisse intervenir, Emma, 6 ans, se dégagea de ses bras et courut vers sa grand-mère, éclaboussant les flaques. C'est papa. Cria-t-elle. Ne fais pas de mal à papa. Margaret baissa les yeux vers la fillette. Le regard qu'elle posa sur elle était si froid, si dépourvu d'humanité, qu'Emma s'arrêta net. Ton père est mort parce qu'il a eu la sottise de risquer sa vie pour subvenir aux besoins de ta mère inutile, dit-elle sèchement. Souviens-toi de ça. Sarah ramassa sa fille avant que le sens de ses mots ne l'atteigne pleinement. Emma éclata en sanglots contre son épaule, pendant que Lucas et Sophia se serraient contre ses jambes tremblantes. Robert, silencieux jusqu'ici, consulta sa montre. 5 minutes, dit-il simplement. À partir de maintenant. 5 minutes. 5 années de vie réduite à quelques sacs poubelles détrempés sur le trottoir. Sarah s'accroupit et attrapa ce qu'elle pouvait, quelques vêtements de rechange, la couverture sans laquelle Sophia ne pouvait s'endormir, l'inhalateur de Lucas qu'elle trouva dans la poche latérale d'un sac. Ses mains tremblaient tellement qu'elle peinait à fermer le plastique déchiré. « Maman, où est-ce qu'on va » demanda Lucas d'une voix étonnamment calme. Il n'avait que 4 ans, et déjà, il essayait d'être l'homme de la famille. « À la voiture, mon cœur » répondit-elle doucement. « On va d'abord aller à la voiture. » Leur vieille Honda Civic les attendait au bord du trottoir,
sa peinture autrefois bleue désormais terne et grise. Daniel l'avait achetée d'occasion un mois avant l'accident, si fier d'avoir économisé assez pour offrir à sa famille une voiture, rien qu'à eux. Maintenant, c'était tout ce qu'il leur restait. Sarah boucla les ceintures des enfants, remercia silencieusement le ciel que Margaret n'ait pas pensé à les jeter aussi, puis s'installa au volant. Ses doigts tremblaient sur la clé. Le moteur toussa, octa, puis finit par démarrer. Le cadran indiquait à peine un quart de réservoir. 15 $ dans son portefeuille. 3 enfants affamés. Plus de maison. Elle conduisit 2 rues plus loin avant de s'arrêter sur le parking désert d'une église. Ses larmes brouillaient sa vue. Les enfants, silencieux à l'arrière, ne faisaient aucun bruit et cette absence de son qui trahit la peur de déranger un monde déjà en ruine. « Maman » murmura Emma. « Est-ce qu'on va vivre dans la voiture maintenant ?» Sarah serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que oui, cette vieille voiture à la peinture écaillée, avec son chauffage cassé et ses vitres qui fermaient mal, allait devenir leur maison? Comment lui dire que parfois, aimer quelqu'un ne suffit pas pour qu'on nous aime en retour? Que le sang partagé ne garantit pas la famille. Juste pour un petit moment, chérie, répondit-elle d'une voix douce. Juste le temps que maman trouve une solution. Mais elle n'avait aucune idée de ce que pouvait être cette solution. Ses parents étaient morts quand elle était à l'université. Margaret avait isolé chaque amitié naissante, prétendant que Sarah devait se consacrer entièrement à ses responsabilités familiales. Aucune expérience professionnelle depuis 5 ans, sinon des années de travail domestique non rémunéré. Aucun employeur à qui elle pourrait demander une recommandation sans retomber sur ceux qui venaient de la jeter dehors. La pluie redoubla, tambourinant sur le toit de la voiture. Sophia commença à pleurer, d'abord doucement, puis plus fort, déclenchant les pleurs de Lucas et d'Emma. Sarah les attrapa un à un, les serrant maladroitement tous les 3 contre elle dans l'étroit habitacle. « J'ai peur » murmura Emma contre son cou. « Je sais, ma chérie. Je sais. » Elle l'embrassa sur le sommet du crâne. Le goût du shampoing bon marché, celui que Margaret achetait en gros, se mêlait à celui de la pluie. « Mais on ça les uns les autres, d'accord? Tant qu'on est ensemble, tout ira bien. » Un mensonge. Elle le savait. Il n'avait que la moitié d'un réservoir d'essence, 15 $ et aucun endroit où aller. Le froid s'infiltrait déjà par les vitres mal fermées. Emma toussait, de plus en plus souvent. Le chauffage ne marchait plus depuis l'hiver précédent. Dormir dans la voiture? Impossible. Quelqu'un n'appellerait la police, et alors? Non. Elle n'osa même pas finir cette pensée. Le téléphone vibra. Pendant une seconde, son cœur bondit, peut-être que Margaret avait changé d'avis. Mais le message venait d'un numéro inconnu et Sarah reconnut aussitôt le ton sec de Robert. Les serrures ont été changées. Ne tentez pas de revenir. Toute tentative de contact sera considérée comme du harcèlement. Vous avez fait votre choix. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle effaça le message. Maman, j'ai faim, dit Lucas d'une petite voix. Il avait déjeuné à 7 heures ce matin-là. Il était 4 heures passées. Leur boîte à goûter était sans doute encore posée sur une table de l'école, oubliée quand Margaret était venue les chercher en hurlant. Je sais, mon ange. On va aller dîner bientôt. Elle fit un calcul rapide. 15 $. 4 bouches. Peut-être un jour ou 2, tout au plus. Elle redémarra le moteur et prit la route, sans but précis. Les enfants s'endormirent par intermittence, secoués par les soubresauts du véhicule. Les refuges qu'elle connaissait seraient déjà pleins à cette heure-ci. Et ceux qui restaient n'acceptaient pas les enfants. Elle s'en souvenait à l'époque où Daniel et elle passaient les fêtes à distribuer de la soupe aux sans-abri, croyant naïvement que la misère appartenait à un autre monde. Le niveau d'essence chutait. Finalement, elle se gara devant un McDonald's. Elle fouilla dans le porte-gobelet, 8 $ et 37 cents. Assez pour quelques hamburgers du menu à 1 $. Les enfants devraient partager, mais au moins, ils mangeraient quelque chose. À l'intérieur, Sophia dans les bras, Emma et Lucas accrochés à ses côtés, Sarah sentit tous les regards se détourner poliment. Autour d'eux, des familles riaient, échangeaient des anecdotes d'école, s'essuyaient les mains sur des serviettes propres. Des familles normales. Des familles qui rentraient chez elles. Elle commanda 2 hamburgers, une petite frite, et demanda de l'eau du robinet dans des gobelets en carton. 5 $ 43,
annonça le jeune caissier, sans lever les yeux. Elle tendit les billets froissés, sentant chaque centime la brûler entre les doigts. Les enfants mangèrent lentement, savourant chaque bouchée. Le cœur de Sarah se serra en les observant. Quand avaient-ils mangé à leur faim, vraiment? Même chez les Morrison, leur repas dépendait des restes du « grand » dîner familial. Une vieille dame, assise non loin, les observait avec douceur. Lorsque Sarah leva les yeux, leurs regards se croisèrent. La femme esquissa un léger sourire avant de quitter la table, et, sans un mot, laissa un billet de 20 $ glisser sous la serviette. Sarah sentit les larmes remonter. Elle voulut courir après elle, lui rendre l'argent ou sauver au moins un fragment de sa fierté, mais la réalité l'arrêta net. La fierté ne nourrit pas les enfants. Merci, murmura-t-elle dans le vide. La nuit tombait lorsqu'ils regagnèrent la voiture. La pluie avait cessé, mais le froid mordait l'air. Elle conduisit jusqu'au parking d'un Walmart dont elle avait entendu dire qu'il tolérait le stationnement nocturne. Les enfants s'enroulèrent sous la mince couverture, blottis les uns contre les autres. Leur respiration formait de petites nuées dans l'obscurité. « Raconte-nous une histoire, maman » demanda Emma, la voix éraillée par la toux. Une histoire d'avant, quand papa était là. La gorge de Sarah se serra. Comment raconter un passé que ses enfants ne connaissaient qu'à travers quelques photos déchirées? Comment évoquer un homme qu'ils avaient à peine eu le temps d'aimer avant que tout ne s'effondre? Elle inspira profondément, posa une main sur la couverture qui recouvrait leurs 3 petites têtes, et parla d'une voix presque chantée. Votre papa vous aimait plus que toutes les étoiles du ciel réunies. Il disait toujours que chacune d'entre elles brillait un peu plus fort chaque fois que l'un de vous riait. Dehors, les lampadaires diffusaient une lumière jaune, tremblotante, sur les vitres embuées. Sarah resta éveillée longtemps après que les enfants se furent endormis, écoutant le vent qui sifflait contre les portières, le bruit lointain d'un camion qui passait. Elle ferma enfin les yeux, le cœur battant au rythme de la pluie résiduelle, répétant en silence, comme une prière. Tant qu'on est ensemble, tant qu'on est ensemble. Mais au fond d'elle, elle savait que la route serait longue. Très longue. La promesse de Sarah. Il disait toujours qu'Emma était son rayon de soleil, Lucas son petit guerrier, et Sophia sa princesse. Et moi, maman, demanda Sophia d'une voix ensommeillée. Sarah esquissa un sourire fragile. Toi, ma chérie, tu étais son monde entier. Puis, après une brève pause, sa voix se brisa, et lui, il était le mien. Elle continua de parler jusqu'à ce que leur respiration s'apaise, racontant à voix basse l'histoire de leur père, un homme au cœur immense, prêt à tout pour les siens. Elle évoqua ses doubles quarts de travail pour offrir à Emma son premier vélo, ses soirées passées à peindre la chambre des jumeaux d'un jaune tendre parce qu'il voulait garder la surprise du genre, ses mains couvertes de peinture et son rire fatigué mais heureux. Puis, la tragédie, un mardi ordinaire, un échafaudage défectueux, une chute brutale. Le genre d'accident qu'on aurait pu éviter si la compagnie de construction n'avait pas triché sur la sécurité. Daniel était mort en homme honnête, dans un monde qui récompensait la négligence plus que le courage. L'indemnité versée après sa mort avait disparu presque aussitôt, engloutie par les factures médicales de la naissance prématurée des jumeaux. Quand les Morrison, ses beaux-parents, avaient proposé de les héberger, Sarah avait cru qu'il s'agissait d'un geste dicté par le chagrin. Elle savait maintenant que c'était autre chose, la culpabilité mêlée à un besoin maladif de contrôle. Il voulait effacer ce que Daniel avait été, réécrire son souvenir pour qu'il corresponde à leurs standards, effacer jusqu'à la trace de la femme qu'il avait aimée. Sarah consulta son téléphone, 21h30. Le parking commençait à se remplir d'autres voitures, d'autres vies suspendues. Elle reconnaissait ce regard chez certains conducteurs, celui des gens qui n'ont plus nulle part où aller, cette fatigue creuse qui avale les rêves. C'était une communauté invisible des âmes déracinées que les clients du lendemain ne remarqueraient même pas. La batterie du téléphone indiquait 12%. Elle l'éteignit pour économiser le peu d'énergie qui restait. Demain, il lui faudrait le rallumer pour chercher des services sociaux, appeler des associations, peut-être trouver un abri. Mais ce soir, il n'y avait rien d'autre à faire que survivre jusqu'à l'aube. Elle grimpa sur la banquette arrière, se glissant entre les sièges auto pour serrer ses enfants contre elle. Ils bougèrent à peine, cherchant instinctivement sa chaleur. La toux d'Emma s'était adoucie en un sifflement régulier. Sarah posa ses lèvres sur chaque petit front, vérifiant qu'ils étaient encore frais. Pas de fièvre. Pas encore. Les vitres se couvrirent bientôt d'une buée dense, dessinant des halos dans la lumière des lampadaires. D'un geste de manche,
elle traça un cercle dégagé pour regarder dehors. Au loin, dans quelques quartiers luxueux de la ville, les Morrison donnaient sans doute leur dîner mondain. Margaret devait se plaindre de la difficulté d'engager du personnel temporaire, tandis que Robert racontait à ses amis du club de golf comment ils avaient résolu leurs petits problèmes de charité familiale. Sarah sentit sa gorge se serrer. Pense-t-il seulement aux enfants? Margaret se souvient-elle du rire d'Emma quand elle faisait un puzzle ensemble, l'hiver dernier? Robert se rappelle-t-il de Lucas lui montrant fièrement ses dessins, espérant un mot d'encouragement? Et Sophia, si douce, continue de demander pourquoi grand-mère ne l'aime pas. Non. Il ne pense à rien de tout cela. Pour eux, Sarah et ses enfants ne sont que des rappels vivants de la rébellion de Daniel, son choix d'épouser une femme, au-dessous de leur rang, de travailler de ses mains plutôt que de diriger derrière un bureau, d'aimer sincèrement plutôt que stratégiquement. Un faisceau lumineux traversa soudain l'habitacle. Un agent de sécurité faisait sa ronde. Sarah retint son souffle jusqu'à ce que la lumière s'éloigne. Demain, il faudrait trouver un autre endroit. Demain, elle devrait affronter encore la bureaucratie, chercher de l'aide sans adresse, nourrir ses enfants, les garder au chaud, et surtout, préserver la fiction que tout ceci n'était qu'une aventure. Mais ce soir, dans cette voiture glaciale garée sur un parking de Walmart, Sarah Martinez prit dans ses bras ses 3 enfants et fit une promesse silencieuse. Ils survivraient. Elle trouverait un moyen. Un jour, d'une manière ou d'une autre, elle leur offrirait la vie dont Daniel rêvait, une vie où ils seraient aimés, non supportés, respectés, non jugés, chéris, non utilisés. La pluie reprit, fine et apaisante, tambourinant doucement sur le toit comme une berceuse. Sarah ferma les yeux non pour dormir, mais pour reposer son âme épuisée. Demain viendrait avec ses défis, ses urgences, ses humiliations. Mais pour l'instant, ses enfants dormaient, et c'était tout ce qui comptait. 3 semaines passèrent depuis cette première nuit. 3 semaines où Sarah Martinez apprit la géographie cachée de la pauvreté. Elle sut quel temple servait des petits déjeuners gratuits le mardi, quelle bibliothèque permettait de rester toute la journée sans poser de questions, quelle station-service avait les toilettes les plus propres pour donner aux enfants un semblant de bain. 3 semaines à voir ses économies fondre, $15 devenus 10, puis 5, puis rien. 3 semaines à dépendre de la bonté d'inconnus, à remercier des bénévoles de banques alimentaires, à sentir parfois le miracle d'une main qui glissait un billet froissé dans la sienne avant de disparaître sans un mot. Le Rhonda était devenu leur univers. Les dessins d'Emma recouvraient les vitres, papillons, arc-en-ciel, maisons colorées. Des fragments d'espoir collés contre le froid. Lucas, méthodique, avait organisé leur maigre possession avec la rigueur d'un petit soldat, chaque couverture, chaque jouet avait sa place. Et Sophia chantait. Toujours. Des chansons inventées, où des princesses vivaient dans des châteaux faits de voitures et de rêves. Ce mardi matin, ils étaient garés derrière une laverie automatique ouverte 24h/24. Le moteur tournait juste assez pour chauffer un peu l'habitacle, tandis que Sarah calculait la distance qu'elle pourrait parcourir avec le dernier quart de réservoir. Emma toussait encore, sa bronchite confirmée par une infirmière bénévole d'une clinique gratuite. On leur avait donné des antibiotiques, mais aussi un avertissement, sans logement stable, la maladie reviendrait. Sarah partageait une banane en 4 parts égales lorsqu'un coup discret frappa à la vitre. Son cœur bondit. Police? Services sociaux? Elle avait appris à reconnaître le danger avant même qu'il se nomme. À partir sans laisser de traces. Mais l'homme dehors ne portait ni uniforme, ni badge. Il était impeccablement vêtu d'un costume coûteux, portait une mallette en cuir, et ses cheveux argentés brillaient sous la lumière matinale l'allure d'un avocat d'affaires plutôt que d'un fonctionnaire. Sarah entr'ouvrit la vitre d'1 centimètre. « Madame Sarah Martinez » demanda-t-il d'une voix posée, légèrement teintée d'un accent britannique. Ou peut-être devrais-je dire, Sarah Hampton? Le son de son nom de jeune fille la figea. Personne ne l'avait appelée ainsi depuis des années. Qui me le demande? Murmura-t-elle. James Worthington, répondit-il en présentant une carte. Associé principal du cabinet Worthington, Crane et Associates, avocat en succession internationale. Je vous cherche depuis 2 mois. Puis-je vous parler un instant? Sarah jeta un coup d'œil à ses enfants. Mes enfants restent avec moi. Bien sûr. En réalité, cela les concerne également. Il regarda autour de lui, le visage empreint de gêne. Cependant, peut-être pourrions-nous discuter ailleurs. Ici, il fait terriblement froid, et votre petite semble malade.
Emma se remit à tousser violemment, sa poitrine secouée de spasmes. L'instinct maternel de Sarah se heurta à sa méfiance naturelle. Mais les yeux de l'homme reflétaient une sincère compassion, et l'adresse imprimée sur sa carte correspondait à un quartier d'affaires où aucun escroc n'aurait perdu son temps à piéger une femme sans argent. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle enfin. « C'est au sujet de votre grande-tante, Millie Sampton. Vous la connaissiez sans doute sous le nom d'Aunt Millie. » Le souffle de Sarah se suspendit. Aunt Millie. Elle ne l'avait pas évoquée depuis des années, cette femme extravagante qui lui envoyait des cartes d'anniversaire avec un billet de $50, qui portait des tailleurs Chanel aux barbecues familiaux, et qui avait mystérieusement disparu après la mort des parents de Sarah. « Elle est décédée » dit Worthington avec une douceur professionnelle. « Quand » ? « Il y a 2 mois, paisiblement, dans sa maison en Suisse. » Un silence lourd s'installa. Sarah sentit un mélange étrange de tristesse et d'incrédulité. Aunt Millie appartenait à un monde qui n'avait jamais été le sien, à un monde de richesse, de parfums coûteux et de solitude feutrée. « Et, pourquoi me cherchez-vous » L'homme consulta rapidement un dossier dans sa mallette, puis releva les yeux. « Parce qu'elle a laissé des instructions très précises. Concernant vous, Madame Martinez. Et vos enfants. » Il marqua une pause, observant la Honda vieillissante, les visages fatigués des enfants, les dessins d'Emma collés à la vitre. Son regard s'adoucit. « Je vous en prie, acceptons d'en parler ailleurs. Votre tante aurait voulu que cette nouvelle vous soit annoncée avec dignité, et au chaud. » Sarah serra instinctivement la main de Lucas, son cœur battant à tout rompre. Était-ce enfin une chance? Une mauvaise blague? Un piège? Mais la voix posée de l'avocat semblait incapable de mensonge. Elle inspira profondément, jetant un dernier regard sur la petite forteresse qu'était devenue leur voiture. 3 semaines de survie. 3 semaines d'humiliation, de peur et de courage silencieux. Peut-être juste, peut-être que cette fois, le destin frappait pour autre chose qu'un coup dur. Sarah ouvrit la portière. Le vent froid s'engouffra, soulevant les papiers d'Emma et les rires endormis de Sophia. Elle aida les enfants à sortir un à un, resserrant les vestes, ajustant les bonnets. L'homme leur sourit avec une bienveillance contenue. « Venez » dit-il simplement. Et, pour la première fois depuis des semaines, Sarah sentit naître en elle une émotion oubliée, l'espoir. Sarah s'assit dans un fauteuil de cuir si luxueux qu'il devait coûter plus cher que sa voiture entière. Autour d'elle, la salle d'attente du cabinet d'avocats respirait la richesse et le pouvoir, murs recouverts de boiseries sombres, œuvres d'art originales, tapis épais qui étouffaient le bruit des pas. Ses enfants, eux, jouaient calmement avec la collection de casse-tête de la secrétaire, inconscients du contraste entre leurs vêtements de don dépareillés et le décor somptueux. Ils avaient traversé le vaste hall de marbre sous le regard suspicieux des agents de sécurité, qui s'étaient aussitôt tus devant le regard autoritaire de Maître Worthington. Il l'invita à s'asseoir et lui servit du thé dans une porcelaine si fine qu'elle trembla en la tenant entre ses mains abîmées par le travail. « Madame Martinez » commença-t-il avec gravité, Millie Sampton était, pour être franc, une femme extraordinairement riche. Elle a bâti sa fortune sur des brevets pharmaceutiques et des investissements immobiliers, bien qu'elle ait toujours vécu modestement. Sarah revit aussitôt le petit appartement où elle avait rendu visite à tante Millie, dans son enfance, un logis simple, presque austère, où régnaient la propreté et la bienveillance. Jamais elle n'aurait imaginé que cette femme tranquille cachait une fortune colossale. Elle n'a jamais eu d'enfant ni d'époux, poursuivit Worthington. Lorsque vos parents sont décédés, elle a tenté d'obtenir votre garde, mais le tribunal a confié votre tutelle à votre cousin du côté paternel. Les Brennan, répondit Sarah d'une voix éteinte. D'autres tuteurs de circonstance, bienveillants, mais sans attache. Oui. Madame Hampton ne s'est jamais pardonné cet échec. Elle a suivi votre vie à distance, votre mariage, la naissance de vos enfants, vos difficultés. Le juriste sortit alors un dossier épais. Elle a été profondément bouleversée d'apprendre ce que vous subissiez chez vos beaux-parents après la mort de votre mari. Un flot de chaleur monta aux joues de Sarah, elle sentit la honte lui brûler la peau. Comment aurait-elle pu le savoir? Elle avait ses moyens. Elle a engagé un détective privé pour s'assurer que vous alliez bien. Les rapports des 5 dernières années ont été, disons, pénibles à lire. Sarah serra les poings sur ses genoux. L'idée que quelqu'un ait observé sa misère, noté chaque humiliation, la fit frissonner. Elle voulait intervenir, dit doucement Worthington. Mais vous n'avez jamais demandé d'aide. Elle savait que vous refuseriez la charité. Alors elle a attendu.
Attendu quoi? Que les conditions de son trust soient remplies. Il ouvrit le dossier, révélant des documents couverts d'un langage juridique complexe. Madame Hampton a créé un trust irrévocable il y a 15 ans. À vos 18 ans, il devait vous revenir à sa mort, mais seulement si certaines conditions étaient réunies. Quelles conditions? Que vous éleviez vos propres enfants, que vous soyez dans un besoin réel, et surtout que vous ayez démontré, selon ses mots, la force d'endurer l'épreuve sans perdre votre compassion. Il eut un léger sourire. Les rapports de l'enquêteur attestent sans équivoque que ces 3 conditions ont été remplies. Sarah sentit sa gorge se nouer. Je ne comprends pas, qu'est-ce que cela signifie? Worthington tira une seule feuille du dossier et la posa devant elle. En lisant le chiffre, Sarah crut d'abord à une erreur. Elle recompte les zéros, 1 fois, 2 fois, 3 fois. 150 millions? Murmura-t-elle. 153 400 000 $, précisa-t-il calmement. À cela s'ajoutent plusieurs propriétés, une collection d'art et divers autres actifs. L'estimation totale avoisine les 200 millions. Le sol sembla se dérober sous elle. Elle agrippa les accoudoirs pour ne pas perdre l'équilibre. C'était insensé, elle n'avait pas dormi depuis des jours, à peine mangé. C'était sûrement une hallucination. C'est impossible. Je vous assure que tout est authentique, répondit l'avocat. Et ce n'est pas tout, une avance de 500 000 $ sera déposée sur votre compte aujourd'hui même, afin de couvrir vos besoins immédiats. Le reste suivra à la fin de la procédure d'homologation, d'ici 6 à 8 semaines. Sarah écarquilla les yeux. Aujourd'hui? Dans l'heure, si vous me fournissez vos coordonnées bancaires. Ou, si vous préférez, nous pouvons vous aider à ouvrir un nouveau compte. Les mots se perdirent dans sa gorge. Elle éclata en sanglots, pas de simples larmes, mais un torrent de douleur accumulé depuis 5 longues années. Worthington resta silencieux, lui tendant un mouchoir avec bienveillance. Mes enfants, sanglota-t-elle. Ils dorment dans la voiture. Nous mangeons grâce aux banques alimentaires. Je n'ai même pas pu acheter de sirop pour la toux d'Emma. Tout cela est terminé, dit-il fermement. Les instructions de Madame Hampton étaient claires, vous et vos enfants ne manquerez plus jamais de rien. Sarah leva les yeux vers la porte vitrée. De l'autre côté, ses 3 petits jouets. Lucas aidait sa sœur Sophia à assembler un puzzle pendant qu'Emma, levée dans un fauteuil, toussait doucement. Ses trésors, ses raisons de vivre. Et voilà que le monde leur offrait enfin une seconde chance. Pourquoi, demanda-t-elle d'une voix brisée. Pourquoi moi? Nous ne nous connaissions presque pas. L'avocat sortit alors une enveloppe crème cachetée, sur un papier d'une élégance ancienne. Elle a tenu à vous laisser une lettre. Sarah reconnut aussitôt l'écriture fine et penchée de tante Milly. Elle ouvrit le pli, le cœur battant, et lut. Ma très chère Sarah. Lorsque tu liras ces mots, je ne serai plus de ce monde. Tu te demanderas sans doute pourquoi une parente lointaine t'a légué toute sa fortune. La réponse est simple, tu es la fille que je n'ai jamais eue. La famille que j'ai choisie, trop tard. J'ai observé de loin ta vie avec Daniel, ton courage, ton amour pour vos enfants. J'ai vu ta dignité face à la perte et à la cruauté de ceux qui auraient dû te protéger. Et je n'ai pas eu la force d'intervenir. Cet héritage n'est pas une œuvre de charité. C'est un acte de justice. C'est la vie que tu aurais dû avoir si j'avais eu le courage de me battre pour toi quand tes parents sont morts. C'est la sécurité que tes enfants méritent. C'est la liberté de ne plus jamais accepter la méchanceté en échange d'un toit. Vis pleinement, ma chère. Voyage, apprends, offre à tes enfants tout ce que le monde peut leur donner mais surtout, offre-leur ton temps et ton amour. Achète une maison où le rire résonne dans chaque pièce. Ne t'excuse jamais d'exister, ni de prendre ta place sur cette terre. Et si un soir tu lèves les yeux vers le ciel, souviens-toi que même les étoiles lointaines continuent d'aimer la terre qu'elles éclairent. Avec tout mon amour. Tante Milly. Les mots dansèrent devant les yeux embués de Sarah. Elle relut la lettre encore et encore, chaque ligne ravivant à la fois la douleur et la gratitude. Lorsqu'elle releva enfin la tête, Worthington lui tendait un téléphone. Peut-être souhaitez-vous appeler quelqu'un? Réserver un hôtel? Commander un vrai repas? Elle prit l'appareil d'une main tremblante, puis se figea. Monsieur Worthington, depuis quand me cherchiez-vous? 8 semaines, répondit-il. Votre dernière adresse connue était, chez vos beaux-parents? Oui. Ils ont nié savoir où vous étiez.
Avec une insistance assez véhémente. Une lourde sensation lui noua l'estomac. 8 semaines. 8 semaines avant qu'il ne la jette dehors sous la pluie avec ses enfants. Il savait. Il savait déjà. Ils étaient au courant, murmura-t-elle, blême. Je le craignais. Ils se sont montrés très curieux concernant l'héritage, prétendant avoir des droits en tant que tuteur des enfants. Lorsque je leur ai expliqué que l'héritage vous revenait à vous seul, leur ton a changé. À cet instant, le téléphone de Sarah, branché dans un coin de la pièce, s'illumina soudain d'une avalanche de notifications. Elle l'avait rallumé pour la première fois depuis des jours. 47 appels manqués. 63 messages. Tous de numéros familiers. Margaret. Robert. Leur avocat. Leurs amis. Ses doigts tremblants ouvrirent le message le plus récent. Sarah, il y a eu un terrible malentendu. Reviens à la maison immédiatement. Les enfants ont besoin de leur famille. Un autre suivait. Nous sommes morts d'inquiétude. Où sont nos petits-enfants? Parlons-en calmement. Et encore un autre. Tu n'as pas le droit de nous les enlever. Nous avons des ressources. Sarah resta immobile, le téléphone vibrant encore dans sa main. Un silence épais envahit le bureau, seulement troublé par le murmure lointain de ses enfants riant derrière la vitre. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que la peur changeait de camp. Ce jour-là, dans un cabinet d'avocats aux boiseries sombres, Sarah Martinez comprit que sa vie venait de basculer non plus dans la misère, mais dans la liberté. Et qu'à partir de cet instant, elle ne serait plus jamais la femme que l'on chasse, mais celle qui choisit. La promesse de Sarah. Ne complique pas les choses, dit Worthington d'un ton mesuré. Sarah releva la tête, la voix désormais plus assurée. Ils savent, murmura-t-elle. D'une manière ou d'une autre, ils ont découvert l'existence de l'argent. Le vieil avocat hocha gravement la tête. Les petites villes ont la langue bien pendue. Un de mes jeunes associés a été, disons, moins que discret au bar de son hôtel hier soir. Je crains que la nouvelle se soit répandue. À ce moment précis, le téléphone de Sarah vibra. Sur l'écran apparut un nom qu'elle n'avait pas vu depuis 5 ans, Margaret. Son estomac se serra. Une part d'elle voulut ignorer l'appel. Mais une autre, plus fatiguée, plus blessée, décida d'affronter enfin cette voix qui avait régné sur sa vie comme un juge. Sarah. Ma chère, fit Margaret d'un ton sucré, une douceur qu'elle n'avait jamais utilisée auparavant. Dieu merci. Nous étions fous d'inquiétude. Où es-tu, mon enfant? Ne m'appelle pas mon enfant, répondit Sarah d'un ton tranchant. Un silence tendu s'installa. Puis Margaret reprit, feignant la compréhension. Je sais que tu es contrarié à cause de notre petite mésentente. Mais fuis comme tu l'as fait. Avec les enfants. C'était une réaction excessive. Nous allions justement prévenir la police. Je suis avec mon avocat, répondit calmement Sarah. Nous discutons de la succession de ma grande-tante. De l'autre côté de la ligne, un silence si l'on s'étira que Sarah crut un instant que la communication avait coupé. Ta succession? Répéta finalement Margaret, la voix soudain plus mince. Oui, celle dont tu avais connaissance quand tu nous as mis dehors. Celle que tu as soigneusement cachée, alors que mes enfants dormaient dans une voiture. Allons, Sarah, ne sois pas dramatique. Si nous avions su que tu avais des attentes. Des attentes? S'emporta Sarah, sa voix montant malgré elle. Lucas leva les yeux de son puzzle, inquiet. Sarah inspira profondément avant de continuer, maîtrisant sa colère. Je n'avais aucune attente. Je ne savais rien, pas avant ce matin. Mais toi, tu savais. Un malentendu, s'empressa de dire Margaret. Cet avocat britannique n'avait pas été clair. Nous pensions qu'il cherchait quelqu'un d'autre. Mais maintenant que tout s'explique, eh bien, la famille doit rester unie. Les enfants ont besoin de stabilité, tu comprends? Stabilité? Tu veux dire la maison dont tu nous as expulsés, l'école dont tu as personnellement radié leurs inscriptions? Margaret eut un petit rire nerveux, sec, presque métallique. Tout cela, ma chère, n'est que de l'eau sous les ponts. Reviens à la maison. Nous arrangerons tout. Et puis, gérer une telle somme, ce n'est pas rien. Tu auras besoin d'aide, de conseils, de ta famille. De la famille, fit Sarah avec amertume.
Comme celle qui nous a laissé crever de froid dans une voiture pendant que tu dormais dans ton lit à baldaquin. Elle se leva, fit quelques pas jusqu'à la fenêtre. 21 étages plus bas, la ville s'étendait sous un soleil d'or pâle. Quelque part, parmi ces rues, se trouvait le parking du Walmart où ils avaient dormi. La petite église qui leur avait offert un petit déjeuner chaud. La bibliothèque où ses enfants avaient faim de lire pour se réchauffer. Elle serra le téléphone un peu plus fort. Madame Morrison, dit-elle enfin, choisissant le ton le plus formel qu'elle possédait. Mes enfants ont mangé dans des poubelles parce que tu disais que les banques alimentaires étaient réservées à ceux qui comptent. Ma fille est malade depuis un mois parce que tu affirmais que les médecins étaient trop chers pour des cas désespérés comme nous. Nous avons dormi dans une voiture en plein hiver pendant que 4 de tes chambres restaient vides. Sarah, tu deviens hystérique. Hystérique? Tu as dit à ma fille de 6 ans que son père était mort à cause de moi. Tu as dit à mon fils qu'il ne valait pas le nom Morrison. Tu as fait croire à mon bébé qu'elle n'était pas aimée parce qu'elle avait eu l'audace d'être née fille. Ce n'est pas en te laissant emporter que... Et maintenant que tu sais que j'ai de l'argent, soudainement nous sommes une famille. Soudainement, tu es pleine d'affection. Sarah sentit sa main libre se refermer en poing. J'ai peut-être été assez désespéré pour supporter ta cruauté quand je n'avais rien, mais jamais, jamais, je ne laisserai mes enfants revivre ça. Le ton de Margaret changea, sa douceur factice s'effondra, laissant paraître l'acier froid dessous. Tu ne peux pas nous effacer comme ça. Ce sont nos petits-enfants, les enfants de Daniel. Nous avons des droits. Tu n'as rien, répondit Sarah, glaciale. Et si tu t'approches encore d'eux, je dépenserai chaque centime de mon héritage pour t'apprendre le prix de ton orgueil. Elle raccrocha avant que Margaret ne puisse répliquer. Son corps entier tremblait de rage, d'adrénaline, et d'une sensation nouvelle, le pouvoir. Worthington leva les yeux de ses dossiers. Bien dit, murmura-t-il. Mais prépare-toi, ils tenteront peut-être une action en justice pour obtenir des droits de visite. Sarah haussa les épaules. Qu'ils essaient. Il esquissa un sourire. Voilà qui est mieux. À présent, voyons pour un logement convenable. J'ai pris la liberté de réserver une suite au Four Seasons. Bien sûr, ce n'est que temporaire, le temps de trouver quelque chose de plus permanent. Sarah tourna la tête vers la porte vitrée. Ses enfants riaient. Emma toussait encore, mais le rire dominait la fatigue. Ils n'avaient aucune idée que leur vie venait de basculer à jamais. Monsieur Worthington, cet argent d'urgence, je peux y accéder aujourd'hui? Maintenant? Bien sûr. Combien souhaites-tu retirer? Sarah pensa à la toux d'Emma, à leurs vêtements trop petits, aux nuits glacées. Juste assez pour offrir à mes enfants un vrai repas. Dans un restaurant où ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Le masque professionnel de l'avocat se fendilla, laissant apparaître une chaleur sincère. Je crois que Miss Mills aurait approuvé ce choix. 1 heure plus tard, Sarah était assise dans un restaurant devant lequel elle n'avait fait que passer toute sa vie. Ses enfants contemplaient des menus sans prix avec des yeux ronds d'émerveillement. Ils portaient encore leurs vêtements donnés, la veste trop serrée de Lucas, les chaussures rafistolées de Sophia. Pourtant, le serveur les traitait comme des invités de marque probablement sur un mot discret de Worthington. « Je peux vraiment prendre les spaghettis et les nuggets de poulet ?» demanda Emma d'une petite voix incrédule. « Tu peux prendre ce que tu veux, ma chérie. »« Même un dessert ?»« Même 2, répondit Sarah avec un sourire. Les enfants débattirent longuement entre le gâteau au chocolat et la glace. Finalement, elle trancha, pourquoi choisir? Ils auraient les 2. Son téléphone vibra de nouveau. Un message de Robert cette fois. Nous sommes prêts à être raisonnables. 60/40e sur l'héritage des enfants. Plus que juste, vu nos années de sacrifice. Sarah le lut, puis le supprima sans un mot. Sur un élan instinctif, elle bloqua leur numéro à tous deux. 5 ans de leur voix dans sa tête. 5 ans de honte et de peur. Assez. Maman, fit Lucas en relevant la tête. Oui, mon cœur? On va vraiment aller bien maintenant? Sarah prit sa petite main dans la sienne. Oui, mon trésor. Mieux que bien. Plus de nuit dans la voiture. Plus jamais? Plus jamais. Emma verra le meilleur médecin. Vous irez à l'école, celle que vous voudrez. Lucas réfléchit, grave comme un vieil homme dans un corps d'enfant. D'accord, mais je veux garder mes affaires d'urgence. Au cas où.
Sarah sentit sa gorge se serrer. Son fils de 4 ans avait appris trop tôt que la sécurité pouvait disparaître en une nuit. Il faudrait du temps pour effacer cette peur. D'accord, dit-elle doucement. Tu garderas tout ce qui te rassure. Mais, Lucas, écoute-moi, on ne revivra plus jamais ce genre de peur. Plus jamais. Cet après-midi-là, pendant que les enfants faisaient la sieste dans la suite du Four Seasons ou une suite plus grande que le sous-sol où ils avaient vécu 5 ans, Sarah resta seule devant les immenses baies vitrées. La ville brillait sous le soleil déclinant. Sur la table, un épais dossier l'attendait, relevés bancaires, documents légaux, cartes de crédit à venir. Tout s'enchaînait avec une précision mécanique, le monde de la richesse se mettait en marche pour elle, après des années d'humiliation. Mais avant d'en profiter, elle fit une chose. Une seule. Elle rédigea un email à la liste de diffusion des dames charitables de Morrison County, là où Margaret aimait régner en reine des apparences. Je tenais simplement à vous informer que Margaret et Robert Morrison ont jeté leurs 3 petits-enfants à la rue il y a 3 semaines, sachant parfaitement que nous dormions dans une voiture. Ils connaissaient déjà l'existence de mon héritage lorsqu'ils l'ont fait. Bonne continuation pour vos soirées caritatives. Elle appuya sur envoyer. Un geste mesquin, sans doute. Mais ô combien libérateur. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, elle ne ressentit ni peur, ni colère. Seulement la certitude tranquille d'avoir repris possession de sa vie et du futur de ses enfants. La justice de Millie. Le téléphone vibra sur la table basse, affichant un numéro inconnu. Sarah hésita. Puis elle reconnut l'indicatif du cabinet Worthington et Crane. Madame Martinez. Ici Jennifer Crane, la partenaire de Monsieur Worthington. Je vous appelle au sujet d'une clause supplémentaire dans le testament de votre tante. Une clause supplémentaire ? Répéta Sarah, surprise. Oui. Nous venons de découvrir une disposition additionnelle. Il semble que votre tante ait été d'une minutie remarquable. Elle avait créé un fonds séparé, un trust destiné exclusivement à entreprendre des actions légales contre quiconque vous aurait causé du tort. Elle l'a appelé le fonds justice. Jennifer marqua une pause, puis ajouta. 10 millions de dollars, réservés uniquement pour, je cite, détruire ceux qui confondent bonté et faiblesse. Sarah resta sans voix, puis éclata d'un rire nerveux qui se transforma bientôt en larmes. Même morte, tante Millie continuait à la protéger. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, baignant la pièce d'une lumière dorée. Le monde semblait transfiguré. Le matin même, Sarah rationnait encore l'essence et partageait des tranches de bananes avec ses enfants. Le soir venu, ils dormaient dans des lits chauds, le ventre plein, sous un toit sûr. Demain, elles commenceraient à bâtir leur nouvelle vie. Elle s'imaginait déjà un véritable foyer, un jardin pour les expériences de Lucas, des murs où accrocher les dessins d'Emma, et un espace où Sophia pourrait répéter ses chorégraphies sans craindre de déranger. Des écoles bienveillantes, des professeurs capables de voir la valeur de ses enfants. Et, surtout, une mère qui apprendrait à être riche sans perdre son âme. Mais pour l'instant, elle resta simplement là, assise dans la pénombre naissante, écoutant le souffle paisible de ses enfants endormis. Dans un murmure, elle adressa un remerciement à cette tante lointaine qu'il avait aimée à distance, mais avec une force indomptable. Les Morrison pensaient l'avoir détruite. En vérité, ils l'avaient libérée. Ce soir-là, Sarah Martinez, héritière d'une fortune qu'elle n'aurait jamais osé imaginer, comprit qu'elle ne voulait plus seulement survivre, elle voulait enfin vivre. Renaissance. 6 mois passèrent. 6 mois d'une transformation si profonde qu'il lui arrivait parfois de ne pas reconnaître la femme reflétée dans les vitrines. Ce n'était pas seulement à cause des vêtements élégants choisis avec l'aide de l'assistante de Worthington, ni de la santé retrouvée grâce aux repas réguliers et au sommeil paisible. Non, c'était sa démarche, droite, assurée, celle d'une femme qui n'avait plus honte d'exister. La demeure qu'elle avait achetée se dressait sur 12 acres de verdure, à la lisière de la ville. Assez loin du cercle mondain des Morrison, mais assez proche des meilleures écoles. Une vaste maison géorgienne de 22 pièces, flanquée d'une ancienne remise transformée en maison d'amis, entourée de jardins fleuris qui semblaient respirer avec elle. Pourtant, ce n'étaient pas les grandeurs du lieu qui comptaient le plus, mais les détails. Lucas avait son propre laboratoire de sciences dans la grange rénovée, Emma, un atelier baigné de lumière grâce aux fenêtres orientées au nord, Sophia, une salle de danse tapissée de miroirs où son rire se reflétait à l'infini. Ce matin-là, Sarah se tenait dans son bureau, encore surprise d'utiliser ces mots, « mon bureau ». Sur l'écran,
s'empilaient des dossiers 347 candidatures. Chacune racontait l'histoire d'une mère en détresse. La fondation Sarah Martinez pour les femmes et les enfants n'existait que depuis 2 mois, mais la rumeur s'était déjà répandue dans les foyers et les refuges. Maman ? Emma apparut dans l'embrasure de la porte. Sa respiration n'était plus sifflante comme avant, sa voix portait la douceur de l'enfance retrouvée. Il y a une dame à la grille. Elle dit qu'elle te connaît. Sarah se tourna vers l'écran de surveillance, et son cœur se figea. À la porte d'entrée se tenait Margaret Morrison. Plus petite qu'autrefois, plus terne, presque effacée. Ses cheveux gris révélaient des racines sombres, et son tailleur semblait flotter autour de son corps amaigri. « Je lui dis de partir » demanda Emma, inquiète. Sarah contempla le visage de sa fille. C'était l'épreuve ultime, la leçon qu'elle voulait transmettre, la force ne résidait pas dans la froideur, mais dans la capacité à choisir la compassion sans renoncer à la dignité. « Non, ma chérie. Laisse-la entrer. Mais reste près de ton frère et de ta sœur. » Emma hocha la tête et s'éloigna, ses pas résonnant dans une maison qui, enfin, ne connaissait plus la cruauté. Sarah inspira profondément et s'avança vers la porte d'entrée, chaque pas pesé, maîtrisé. Margaret se tenait sur les marches de pierre, comme une pénitente devant un temple. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose vacilla dans les yeux de l'ancienne belle-mère, de la honte, peut-être. Ou simplement la conscience des rôles inversés. « Sarah, merci de me recevoir » balbutia-t-elle. « Madame Morrison » répondit Sarah d'un ton neutre, professionnel. La femme qui, autrefois, l'avait forcée à employer des formules de respect ne méritait plus la familiarité d'un prénom. De près, Sarah remarqua la perte de poids, les mains tremblantes, la fatigue du désespoir. « Je dois te parler de Robert » dit Margaret d'une voix brisée. « Est-il malade ? » ? « Non, ruiné. » Le mot tomba entre elles comme une pierre dans un puits. « Nous sommes en faillite. La maison est saisie. Ces placements étaient liés à un projet immobilier qui a échoué. Nous avons tout perdu. » Sarah demeura silencieuse. 5 années passées à servir le petit déjeuner en silence lui avaient appris la patience. Margaret déglutit, cherchant ses mots. « Je suis venue te demander, pas pour moi, pour lui. Robert a eu un AVC le mois dernier. Les factures médicales, sans assurance. » Elle s'interrompit, les larmes montant. « Nous serons expulsés la semaine prochaine. » Le destin, songea Sarah, avait un sens aigu de la symétrie. La femme qui l'avait jeté à la rue venait implorer un toit. Tante Milly aurait dit, la justice divine a une excellente visée. « Où dormez-vous » demanda Sarah calmement. « Dans ma voiture » répondit Margaret dans un rire amer. Ironique, n'est-ce pas? Et encore, elle n'est pas payée, ils viendront sans doute la reprendre bientôt. Sarah aurait pu la renvoyer. Elle en avait le droit. Un simple geste, et la sécurité l'aurait escortée dehors. Margaret aurait goûté à la morsure du froid, à la faim, à l'humiliation de la survie. Mais à cet instant, Lucas apparut au bout du couloir, comme un rappel de ce qui importait vraiment. Maman, Miss Janet de la Fondation est arrivée pour l'entretien. Sarah regarda son fils, puis la femme brisée sur le seuil. Ce moment déciderait de la personne qu'elle était devenue, et de ce que ses enfants apprendraient à être. Dis-lui que j'arrive dans 5 minutes, mon cœur. Et demande à Maria de préparer la chambre d'amis bleus. Lucas haussa les sourcils, surpris, mais obéit sans discuter. Margaret releva brusquement la tête. « Sarah ? Vous resterez ici cette nuit, dit-elle simplement. Demain, nous parlerons des conditions. » Sa voix était douce, mais sa détermination tranchait comme une lame dissimulée sous la soie. « Comprenez ceci, ajouta-t-elle. Je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour mes enfants, parce qu'ils me regardent, et je veux qu'ils comprennent que la grâce n'est pas une faiblesse. Mais il y aura des règles. » Margaret acquiesça, submergée par les larmes. « N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. Vous travaillerez à la fondation, précisa Sarah. Pas comme membre du conseil ni comme conseillère. Vous servirez dans le refuge, nettoyage, cuisine, tout ce qu'il faudra. Vous logerez dans la maison du jardinier. C'est petit, mais confortable. Margaret hocha la tête. Vous n'aurez aucun rôle dans la vie de mes enfants, sauf s'ils vous y invitent. Et vous suivrez une thérapie chaque semaine, pour comprendre pourquoi vous avez traité votre famille comme des domestiques au lieu d'âmes à aimer.
Oui, souffla-t-elle d'une voix étranglée. Oui, je le ferai. Sarah s'approcha un peu. Et si jamais vous parlez à mes enfants comme autrefois, si vous les faites se sentir petits, indignes, même un instant, vous quitterez cette maison avec pour seul bagage les vêtements que vous portez. Est-ce bien clair? Cristallin, répondit Margaret dans un souffle tremblant. Sarah s'écarta, lui ouvrant la porte d'une demeure bâtie sur la fortune que Margaret avait tenté de lui dissimuler. Au passage, elle posa une main légère sur son bras. Robert pourra venir aussi, quand il sera en état. Les mêmes conditions s'appliqueront. Le sanglot qui lui répondit était tout ce qu'il fallait entendre. Leçon de grâce. Ce soir-là, après avoir veillé à ce que Margaret soit nourrie et installée dans la maison du jardinier, Sarah rejoignit ses enfants dans le grand salon. C'était une pièce pleine de vie, aux canapés profonds et aux murs tapissés de leurs dessins. Lucas bâtissait un pont miniature avec des blocs de bois, Emma peignait un coucher de soleil, Sophia tournoyait au rythme d'une musique douce. Quand leur mère entra, ils s'arrêtèrent et la regardèrent, les yeux emplis de questions muettes. Sarah sourit. Parfois, mes amours, la vie nous offre la chance de rendre ce qu'on nous a refusé. Pas pour effacer le passé, mais pour montrer qu'on n'en est plus prisonnier. Elle s'assit parmi eux, les enveloppant de ses bras, consciente que le chemin n'était pas terminé, mais que quelque chose en elle s'était enfin apaisé. La justice, pensa-t-elle, n'avait pas besoin de vengeance. Elle prenait parfois la forme d'une seconde chance offerte avec dignité. Et dans la maison où régnait désormais la lumière et la paix, Sarah Martinez sut qu'elle venait, enfin, d'honorer la promesse silencieuse faite à sa tante Millie, transformer la douleur en héritage de compassion. La maison de la deuxième chance. Pourquoi grand-mère est-elle ici? Demanda Emma, la voix claire, directe, presque accusatrice. À 7 ans, la fillette avait développé une farouche instinct de protection pour leur nouvelle vie, fragile mais lumineuse. Sarah s'assit parmi eux, attirant Sophia sur ses genoux, cherchant les bons mots. Parce que parfois, même les gens qui nous ont fait du mal ont besoin d'aide, répondit-elle doucement. Mais elle était méchante, protesta Lucas, fronçant les sourcils. Elle t'a fait pleurer. Elle nous a mis dehors. Oui, admit Sarah, le cœur serré. Et c'était des choses terribles. Mais écoute-moi bien, tous les deux. Elle prit une inspiration lente. Garder la colère, c'est comme tenir un charbon ardent dans sa main. C'est nous que ça brûle avant tout. Ta grand-mère est malade de regret maintenant. Elle apprend ce que nous avons déjà compris, que l'argent n'est pas un foyer. Et que la fierté n'est pas de l'amour. Sophia jouait avec une mèche de ses cheveux, pensive. Alors on lui pardonne? On choisit la gentillesse, répondit Sarah. Le pardon viendra peut-être plus tard, ou peut-être pas. Mais on peut être bon sans oublier. On peut t'aider sans faire totalement confiance. Tu comprends? Emma hocha lentement la tête. Comme quand on nourrit le chat errant, mais qu'on ne le laisse pas entrer parce qu'il pourrait griffer. Sarah sourit à travers l'émotion. Oui, exactement comme ça. Lucas, silencieux un moment, murmura. Je veux lui montrer mon laboratoire de science. Mais seulement si elle promet de ne plus dire que les garçons intelligents perdent leur temps avec des expériences. La gorge de Sarah se serra. Son fils se souvenait de chaque mot cruel, et pourtant, il gardait un espace pour l'espoir. C'est ton choix, mon cœur. Et si elle dit quoi que ce soit de blessant, tu viens me le dire tout de suite. Les semaines suivantes mirent à l'épreuve chaque leçon que Sarah tentait d'inculquer. Margaret, fidèle à sa promesse, travailla au refuge de la fondation sans se plaindre. Elle servait des repas à des femmes qui lui rappelaient ce qu'avait été Sarah autrefois, désespérée, épuisée, s'accrochant à ses enfants et à sa dignité avec la même rage silencieuse. Elle nettoyait des salles de bain, triait les dons, et jour après jour, commençait à entrevoir la mesure du mal qu'elle avait fait. Un mois plus tard, Robert arriva. Cloué dans un fauteuil roulant, il ne parlait plus, l'attaque avait volé ses mots, mais pas sa lucidité. Il observait ses petits-enfants à distance, les larmes coulant sur ses joues lorsqu'un jour, Lucas s'approcha de lui avec un petit jouet mécanique construit de ses propres mains. « Je pensais que tu aimerais voir ça, dit-il timidement. Maman dit que tu construisais des choses toi aussi, avant de devenir trop important. » Robert tendit sa main tremblante pour accepter le jouet. Son regard, encore précis, détailla l'objet avec l'œil d'un ingénieur. Puis il leva les yeux vers Sarah et elle vit, dans ce silence, la reconnaissance. La compréhension tardive de tout ce que l'orgueil lui avait coûté.
La fondation grandissait à une vitesse vertigineuse. Sarah avait engagé des spécialistes pour l'administrer, mais elle refusait d'en devenir une simple figure de façade. Elle voulait connaître chaque famille aidée, chaque histoire sauvée de la rue. Le refuge pouvait désormais abriter 25 familles. On y offrait une garderie, une formation professionnelle, une aide juridique, tout ce dont elle-même avait manqué autrefois. « Tu ne peux pas sauver tout le monde », lui rappela un jour Worthington, son avocat et conseiller. « Je ne cherche pas à sauver tout le monde », répondit-elle en signant les documents d'agrandissement. « Je veux sauver ceux qui sont devant moi. Tante Milly m'a sauvé simplement parce qu'elle m'a vu. C'est tout ce que nous pouvons faire, voir les autres, vraiment les voir, et agir. » Un soir, alors qu'elle examinait des dossiers, Emma frappa doucement à la porte de son bureau. « Maman, il y a quelque chose qui ne va pas avec grand-mère. » Sarah se leva précipitamment et la suivit jusqu'à la cuisine du refuge. Margaret s'y tenait, assise devant une pile de formulaires, secouée de sanglots. Le mascara coulait sur son visage et elle s'obstinait à se maquiller chaque jour, comme un vestige de son ancienne vie. « Cette femme, balbutia-t-elle, brandissant un dossier d'une main tremblante. C'est une mère seule avec 3 enfants. Ils vivent dans leur voiture. Et l'adresse qu'elle indique comme ancien domicile. » Elle avala sa salive, la voix brisée. « C'est ma maison. C'est la femme de ménage que j'ai licenciée parce qu'elle emportait les restes de nourriture. Je l'ai accusée de vol. Elle a été arrêtée. À cause de ce casier judiciaire, elle a tout perdu. Son appartement, sa dignité, ses enfants dorment dans une voiture. » Margaret se couvrit le visage de ses mains, un cri guttural s'échappant de sa gorge. « Combien d'autres » sanglota-t-elle. « Combien de familles ai-je détruites sans même connaître leur nom ?» Sarah resta silencieuse un moment, refusant de lui offrir des mots vides. « Je ne sais pas, » dit-elle enfin. « Mais tu ne peux pas changer ce que tu as fait. Seulement ce que tu feras à partir de maintenant. » Margaret releva les yeux, noyée de larmes. « Je veux parrainer sa famille. Payer leur logement, leurs études, tout ce qu'ils voudront. Anonymement. Elle ne devrait pas avoir à me voir pour me pardonner. Je veux juste réparer. » Sarah contempla la femme qui, 5 ans plus tôt, l'avait jetée dehors sous la pluie. Les vêtements de luxe avaient disparu, remplacés par la simplicité. Les cheveux, désormais gris, pendaient sans apprêt. Les mains autrefois dures et cruelles servaient désormais des repas à des inconnus. Ce ne serait jamais assez. Mais c'était un début. « D'accord, » dit Sarah. « Je m'en occuperai. Mais Margaret, ce que tu ressens en ce moment, cette douleur, cette honte, garde-les. Laisse-les t'enseigner. Laisse-les te changer. Parce que c'est la seule rédemption possible, choisir d'être meilleur que celle qu'on a été. » L'hiver approchait, et la fondation se préparait à son premier grand événement caritatif. Sarah avait longtemps résisté à l'idée de galas et de soirées mondaines, symbole d'un monde qu'elle méprisait. Mais son conseil d'administration l'avait convaincue, la survie du projet dépendait aussi de ses jeux d'influence. Très bien, avait-elle cédé. Mais on fera les choses autrement. Pas de billets à $1000, pas d'invitations exclusives. Tout le monde sera le bienvenu, donateurs, bénévoles, famille du refuge. On va montrer à cette ville ce qu'est une vraie communauté. La nuit du gala, la grande salle du centre avait été métamorphosée. Les murs portaient les dessins d'Emma et d'autres enfants du refuge. Lucas, concentré, faisait des démonstrations scientifiques devant un public émerveillé. Sophia dansait sur scène avec les filles du programme périscolaire, tournoyant sous les guirlandes lumineuses. Sarah, vêtue d'une simple robe noire, accueillait les invités près de l'entrée. C'est alors qu'elle remarqua, dans l'ombre, une silhouette hésitante. Une femme se tenait là, serrant une invitation chiffonnée, Janet Chen, l'ancienne employée de maison de Margaret. Ses 3 enfants se pressaient contre ses jambes, leurs yeux inquiets. Sarah s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux. « Madame Chen. Je suis si heureuse que vous soyez venue. Nous ne savions pas si... » Je n'étais pas sûre d'avoir le droit, murmura la femme. Sarah posa une main rassurante sur son bras. « Vous appartenez ici. Vous et vos enfants. C'est votre communauté, maintenant. » Elles franchirent la porte ensemble. Au loin, Sarah croisa le regard de Margaret, qui servait les boissons à une table. Leurs yeux se rencontrèrent, et le visage de l'ancienne matriarche se décomposa, submergé de remords. Elle détourna la tête,
incapable de soutenir la vérité qu'elle avait niée si longtemps. La soirée se déroula dans un tumulte joyeux. Les rires d'enfants se mêlaient aux conversations des donateurs, les musiciens improvisaient, les bénévoles couraient partout. C'était chaotique, bruyant, imparfait, et profondément juste. Lorsque vint le moment du discours, Sarah monta sur l'estrade. Devant elle, des visages de tous horizons, familles du refuge, anciens sans-abri, avocats, artisans, mères seules, bienfaiteurs discrets. Elle prit le micro, sa voix vibrante d'émotion. Il y a 6 mois, commença-t-elle, mes enfants et moi dormions dans notre voiture. Nous vivions de banques alimentaires et de la gentillesse d'inconnus. Nous avons survécu grâce à la ténacité, et à une foi obstinée dans la possibilité d'un lendemain meilleur. Elle balaya la salle du regard. Aujourd'hui, nous sommes ici non pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que quelqu'un nous a vus. Parce que quelqu'un a cru que nous comptions. Son regard croisa celui de Margaret, puis celui de Janet Chen, assise plus loin. C'est cela, le vrai pouvoir. Voir les autres. Les reconnaître, les écouter, et leur tendre la main. Nous ne pouvons pas tout réparer, mais nous pouvons commencer quelque part. Et parfois, ce simple acte suffit à changer un monde. Un silence profond envahit la salle, suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Dans un coin, Emma, Lucas et Sophia l'observaient avec un mélange de fierté et d'amour. Leur mère n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue le cœur battant d'un espoir partagé, celui d'un monde où la compassion pouvait, enfin, être une forme de justice. Sarah chercha du regard dans la foule et aperçut enfin ses enfants, leurs visages rayonnants de fierté. Son cœur se serra d'une émotion si forte qu'elle dut inspirer profondément avant de continuer son discours. Cette fondation, dit-elle d'une voix claire qui vibrait dans la grande salle, n'est pas une œuvre de charité. C'est une œuvre de reconnaissance. Elle repose sur la compréhension de quelque chose que trop peu de gens veulent admettre, la frontière entre ceux qui ont un toit et ceux qui n'en ont pas, entre la sécurité et le désespoir, est plus fine qu'un fil de soie. Des murmures d'approbation parcoururent l'audience. Sarah poursuivit, plus posée. Ce que nous faisons ici, c'est construire des ponts plutôt que des murs. Nous refusons de détourner les yeux. Nous choisissons d'aider à reconstruire. Son regard balaya la salle et s'arrêta au fond, là où Margaret et Robert, ses anciens beaux-parents, étaient assis discrètement à une table. Cette fondation, ajouta-t-elle, c'est aussi une histoire de rédemption. Elle parle de la capacité des êtres humains à changer. De la possibilité qu'une cruauté d'hier devienne compassion aujourd'hui. Elle rappelle que les mains qui ont un jour repoussé peuvent, un jour, apprendre à relever. Le public l'écoutait dans un silence chargé d'émotion. Mais Sarah, elle, sentait déjà son esprit glisser au-delà des mots, vers les actes qui suivraient. Quand la cérémonie prit fin, les familles quittèrent la salle, repues, souriantes, le cœur un peu plus léger. Sarah traversa le brouhaha des adieux pour rejoindre le fond de la salle. Là, elle trouva Margaret, seule, en train d'empiler des chaises. « Vous auriez pu laisser cela au personnel », fit remarquer Sarah doucement. Margaret ne releva pas la tête. « J'ai découvert que je réfléchis mieux quand mes mains sont occupées », répondit-elle. « C'est nouveau pour moi. » Elles travaillèrent en silence un moment. Puis Margaret reprit. « Je vois la thérapeute que vous m'avez recommandée. Elle dit que j'ai transformé ma douleur pour Daniel en cruauté. Que je vous ai puni pour l'avoir aimé, alors que vous ne faisiez que cela, l'aimer. » Sarah garda le silence. Elle continuait de plier les nappes, la gorge serrée. Elle se trompe, poursuivit Margaret après un instant. Ce n'était pas pour vous punir d'avoir pris Daniel. C'était pour vous punir d'avoir été digne de lui, alors que j'avais passé des années à lui répéter qu'il ne l'était pas de nous. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, brûlants de vérité. Margaret reprit, la voix brisée. Il l'était pourtant. Digne. Il était le meilleur d'entre nous. Et je ne l'ai compris que trop tard. Quand il n'était plus là. Quand il ne restait de lui que vous, et que j'ai réussi à vous chasser, vous aussi. Sarah posa la chaise qu'elle tenait, s'assit, et contempla longuement la femme qui lui faisait face. Margaret, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Comment était Daniel enfant? Le visage de Margaret s'illumina soudain d'une douceur que Sarah ne lui avait jamais vue. Oh, il était le soleil même. Toujours en train de construire quelque chose, toujours à poser des questions. Il ramenait des animaux blessés à la maison, des chats,
des chiens, même un pigeon avec une aile cassée, une fois. Son père détestait ça. Il disait que ça le rendait faible. Elle eut un rire tremblant. Mais Daniel n'a jamais arrêté. Il voyait la souffrance, et son premier réflexe, c'était d'essayer de la réparer. Il ne m'en a jamais parlé, murmura Sarah. Il disait que vous n'aimiez pas évoquer son enfance. Non, je ne pouvais pas, répondit Margaret. Parce que parler de l'enfant qu'il avait été, c'était reconnaître ce que nous avions tenté de le forcer à devenir. Leurs regards se croisèrent. Je le vois encore, confia Margaret. Dans le regard concentré de Lucas, dans la tendresse d'Emma, dans la joie lumineuse de Sophia. Je vois le fils que j'ai essayé de changer. Et je vous remercie de ne pas m'avoir laissé les changer, eux aussi. Un long silence suivit. Sarah sentit en elle quelque chose se dénouer. Ce n'était pas encore du pardon, cela viendrait peut-être un jour, mais une compréhension sincère. Elles étaient toutes deux des êtres brisés qui tentaient de guérir, des blessés apprenant à marcher à nouveau sur la terre du vivant. Parlez-moi encore, dit Sarah doucement. Parlez-moi du Daniel que je n'ai pas connu. Et elles parlèrent jusqu'à l'aube. Deux femmes que tout avait autrefois opposées, désormais réunies par le deuil, tissant patiemment un lien nouveau parmi les ruines de l'ancien. Un an plus tard, Sarah se tenait dans le hall du nouveau bâtiment de la fondation. L'endroit bourdonnait d'activité. 50 familles y vivaient temporairement, reconstruisant leur existence pas à pas. Le programme de formation professionnelle avait déjà permis à plus de 100 personnes de trouver un emploi stable. Le centre pour enfants accueillait plus de 200 élèves chaque après-midi. Emma animait désormais les séances d'art-thérapie, sa douceur et son empathie faisaient d'elle la préférée des plus jeunes. Lucas, lui, enseignait les mathématiques et les sciences, expliquant avec une patience infinie les notions que beaucoup d'enfants avaient oubliées durant leurs années d'instabilité. Quant à Sophia, elle dirigeait un petit studio de danse improvisé dans l'ancienne salle de stockage, persuadée que la joie était aussi vitale que la nourriture. Margaret était devenue la bénévole la plus dévouée de toute l'organisation. 60 heures par semaine, sans un mot de plainte. Elle avait vendu ses bijoux pour parrainer des familles, s'était installée dans la petite maison du gardien et menait une vie simple. Peu à peu, elle avait gagné le respect prudent des femmes qu'elle servait, non par ses discours, mais par ses gestes. Robert, après de longs mois de rééducation, avait retrouvé la parole. Chaque matin, on le voyait dans la salle commune, lisant des histoires aux enfants de sa voix hésitante, les syllabes parfois écorchées mais pleines d'une tendresse nouvelle. Sa propre fragilité rendait son contact apaisant. Un jour, une jeune femme s'approcha de Sarah, nerveuse, les mains serrées contre sa poitrine. « Madame Sarah, je voulais vous remercier pour tout ça. Pour la chance que vous nous donnez. » Sarah sourit doucement. « Nous nous donnons des chances mutuellement, » répondit-elle. « C'est tout ce que chacun de nous peut faire. » L'après-midi, elle s'installa dans le jardin avec ses enfants. Le soleil filtrait entre les branches, jouant sur leurs visages. Sarah sortit de son sac une enveloppe usée, pliée et dépliée des dizaines de fois, la lettre de tante Milly. « Pourquoi tu la relis toujours ?» demanda Emma. Sarah caressa le papier jauni. « Pour me souvenir, » dit-elle. « Pour me rappeler que l'amour peut traverser les distances et les années. Que ce qui ressemble à une fin n'est parfois qu'un commencement. Et que, même quand on croit être seul, quelqu'un veille, attendant le bon moment pour tout changer. Comme toi, » fit remarquer Lucas. Pour les familles d'ici. Comme nous tous, corrigea Sarah. Même grand-mère et grand-père l'apprennent maintenant. Sophia releva la tête, son regard brillant. Je crois que papa serait heureux, murmura-t-elle. Qu'on soit tous ensemble, même si c'est autrement. Sarah les attira contre elle, respirant leur chaleur, leur rire, cette vie renaissante qu'ils incarnaient. Oui, ma chérie, dit-elle doucement. Je crois qu'ils le seraient aussi. Le soleil se couchait lentement sur le domaine transformé en havre de paix. La lumière dorée glissait sur les vitres du bâtiment, sur les massifs de fleurs entretenus par les résidents, sur les jeux d'enfants qui éclataient de joie. Et dans ce crépuscule tranquille, Sarah Martinez comprit enfin la véritable nature de l'héritage. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de choix. Ce que l'on fait de ce qui nous est donné, qu'il s'agisse d'une fortune ou d'une simple seconde chance. Elle avait reçu les deux, l'abondance matérielle et l'opportunité de recommencer. Et elle avait choisi d'en faire quelque chose qui durerait plus longtemps qu'une existence humaine, une tradition de compassion, une culture de bienveillance. Autour d'elle, les voix s'élevaient,
Les enfants riaient, des odeurs de soupe et de pain chaud flottaient dans l'air du soir. C'était cela, la richesse véritable, une communauté vivante, un lieu où les cœurs fatigués pouvaient se reposer. Sarah regarda vers la maison du fond, où Margaret fermait les volets, et sentit monter en elle une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Même ceux qui l'avaient rejetée faisaient maintenant partie du cercle. Même eux avaient trouvé leur place dans cette nouvelle histoire. Parce qu'au fond, pensa-t-elle, c'est cela, la transformation, non pas seulement changer sa propre vie, mais créer un espace où d'autres peuvent changer la leur. La fondation Sarah Martinez pour les femmes et les enfants continuerait bien après leur passage sur cette terre. Elle deviendrait un témoignage vivant de cette vérité simple et universelle, parfois, ce qui devait nous briser devient la base solide sur laquelle nous bâtissons l'inébranlable. Et quelque part, dans un ailleurs que les vivants n'atteignent qu'en rêve, Millie Hampton et Daniel Morrison souriaient.